Bienvenue dans Podium, ton podcast sur la nutrition sportive où l'on t'explique de manière simple comment atteindre tes objectifs de poids, de santé ou de performance. Merci à toi d'avoir cliqué et d'avoir rejoint ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu particulier car je vais parler simplement de moi et de mon parcours. Ça arrive assez régulièrement, surtout les nouveaux potentiels diététiciens, diététiciennes qui m'envoient des messages pour savoir comment je suis devenu diététicien et c'est quoi mon parcours. Donc ici, je vais répondre vraiment à toutes ces questions et faire mon parcours dans le détail avec vous dans cet épisode. Et bien sûr, j'en referai potentiellement dans le futur si ça vous a plu et je mettrai à jour ce parcours en ajoutant les différentes choses que j'ai pu réaliser entre-temps. Mais ici, donc, on est le 8 mars 2024. Donc là, ça va être un bilan de mars 2024 et j'en referai potentiellement peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, à voir. Parce que je pense que ce format podcast, je vais le garder. J'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le fait de pouvoir simplement discuter, de ne pas devoir scripter, de ne pas devoir jouer un peu le jeu des plateformes où je dois essayer d'avoir le plus de likes, le plus parler d'un sujet en particulier parce que c'est ça qui fonctionne le mieux. Ici, je peux parler un peu de tout ce que je veux. Et donc, je trouve ça assez sympa. Bref, maintenant, dans mon parcours, je vais commencer par le début. Donc, moi, je suis né à Anderlecht. Je suis né à Anderlecht en Belgique, à Bruxelles. C'est une des communes de Bruxelles. Je suis resté 3 ans là-bas. Pas beaucoup de souvenirs de cette époque-là, vu que j'étais assez jeune. Je sais juste que tout se passait bien. Voilà, rien à signaler. Mais après, mes parents, vu qu'ils travaillaient beaucoup, ils ont dû aussi déménager. On a aussi dû déménager pas mal durant mon enfance. Et le premier endroit où on a déménagé, c'est en Lorraine. Et là, en Lorraine, on m'a directement mis au sport. Donc, on était plutôt à la campagne. À ce moment-là, je m'étais fait quelques amis. Et donc, je suivais un peu le sport de mes amis à cette époque-là. Et donc, j'avais fait un peu de foot, j'avais fait un peu de judo principalement. Et ça, c'était les 2 sports que j'avais fait là-bas. J'avais aussi essayé le basket déjà à cette période-là, je pense. Mais j'avais pas aimé parce que j'avais pris une balle dans la tête. Et quand on est enfant et qu'on a mal, en général, on ne garde pas un très bon souvenir du sport et on ne veut pas y retourner. Donc ça, c'était les 2. Donc j'avais principalement fait du judo et du foot pendant environ 3 ans. Puis après, on a été à Paris. On a déménagé à Paris 1 an pour à nouveau le boulot de mes parents. Mais on n'a pas trop accroché. En tout cas, moi, j'avais pas trop accroché avec la vie là-bas. J'avais toujours été habitué à me faire plein d'amis, que ce soit à Anderlecht, que ce soit en Lorraine. Et à Paris, je m'étais fait des amis aussi, mais actuellement, c'est les seuls endroits où j'ai plus du tout de contact avec aucune personne de là-bas. Donc je me dis c'est que c'était pas des si bons amis que ça. Et pourtant, avec tous les autres, j'ai très bien gardé contact. Donc voilà. Donc rien à signaler à ce niveau-là non plus. Mais là, après, j'arrive à Waterloo. À Waterloo, donc on retourne en Belgique. Et là, je débute le basket, car à nouveau, je suis un ami qui lui faisait du basket. Et là, j'accroche parce que je suis avec mes amis, parce que aussi on gagne beaucoup. On a, je pense que dans 3 ans, on n'a quasi pas perdu, on a gagné toutes les coupes. Enfin voilà, quand t'es enfant, c'est super chouette d'avoir plein de coupes chez soi aussi. Et quand tu gagnes, t'as envie de continuer, de t'améliorer. Voilà, il y a beaucoup de plaisir à cette période-là. J'avais eu des très bons coachs. Je continue, on appelle ça des écoles secondaires en Belgique. Donc en France, SCP, CE1, donc tout le collège et le lycée. Ça, c'est les écoles secondaires. Donc je fais les écoles secondaires à Waterloo, où je continue à progresser au basket. Je continue à faire j'avais fait un peu de guitare jusqu'à mes 12 ans, en parallèle du basket et de l'école. Et à l'école, j'avais jusqu'à la fin de mes secondaires, donc jusqu'à mes 18 ans, on va dire, mes notes diminuaient de plus en plus avec l'âge. Et je devenais de mieux en mieux au basket aussi. Donc c'était un peu les vases communicants à ce niveau-là. J'avais jamais doublé. La 5e secondaire, donc l'avant-dernière année, avant la fin, là j'avais failli doubler, mais j'avais toujours eu un niveau moyen au niveau de mes études. Et puis après, toujours eu plein d'amis aussi à ce moment-là. J'ai toujours été assez extraverti et sociable, donc j'ai pas eu beaucoup de mal malgré le fait que j'ai beaucoup déménagé, j'ai pas eu beaucoup de mal à rencontrer des gens, à me faire des amis de confiance et donc ça n'a jamais été un problème, on va dire, pour moi à ce niveau-là. Donc au niveau social, ça allait très bien. Au niveau du basket, je progressais super bien aussi. Et au niveau de l'école, moyen.
Sauf que au basket, ben là, j'avais une très bonne progression. D'ailleurs, je crois que c'était en 2013, j'avais obtenu le statut d'espoir sportif, où là, j'avais 13 ou 14 ans. Et puis après, à 15 ans, là, je commence à jouer en senior. Et à 16 ans, j'étais en régional 1. Donc, c'est l'équivalent de jouer dans toute la partie sud de la Belgique, toute la Wallonie. Donc, normalement, à mon âge, à 16 ans, c'est une très très belle progression. Mais à ce moment-là aussi, je me blesse. Je me fais une grosse entorse. Et aussi, quand je reviens au basket, ben, ça me met encore 9 mois pour récupérer de cette entorse, puisqu'on m'avait plâtré à ce moment-là. Est-ce que c'était une bonne décision ou pas de plâtrer une entorse? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je me suis pas blessé. Mais j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre aussi. À ce moment-là, vu que je m'étais blessé, j'avais une moins bonne relation avec l'équipe à ce moment-là, je progressais moins bien, donc ça allait beaucoup moins bien. J'ai failli arrêter le basket à ce moment-là, mais j'ai quand même tenu encore 2 ans en plus. Et alors, je suis arrivé je devais choisir mes études supérieures. Là, j'hésitais encore beaucoup, mais à nouveau, j'ai suivi mes amis qui, eux, se sont orientés vers l'économie. Donc, j'ai été faire des études d'économie et en parallèle, je continuais le basket où là, j'ai pu jouer en national. Donc là, c'était dans toute la Belgique en jeune. Et après, en provincial au niveau senior. Là, j'avais plus atteint la régionale. Je la réatteindrai plus tard dans l'histoire, mais j'avais plus atteint la régionale après. Donc là, je fais mes études d'économie. J'aime pas trop. Les cours ne me plaisent pas plus que ça. Donc c'est très difficile pour moi de suivre quelque chose que je n'aime pas. Et ça se ressent aussi dans les résultats parce qu'au final, en fin d'année, je crois que j'avais réussi 3-4 cours, statistiques, les langues et la compta. Quelque chose comme ça. Et aussi, en plus d'être dans cette université, ben, j'avais intégré l'équipe universitaire de basket. Et là, on avait été 3e de Belgique aussi à ce moment-là. Et c'est aussi là que j'ai rencontré ma copine avec qui je suis toujours. Donc l'histoire assez cliché à l'américaine, puisqu'elle était pom-pom girl dans l'équipe et moi dans l'équipe de basket universitaire. Donc l'histoire la plus cliché à la High School Musical, mais très content du coup de cette période-là où les études ça allait moins bien, mais tout le reste ça allait très bien, que ce soit au niveau social ou au niveau sportif, tout ça se déroulait bien. Mais après, vers mai, je sens que je vais devoir arrêter, changer d'orientation. Et là, je ne sais pas trop quoi faire, mais vu que ça faisait 1 an que j'habitais en côte, donc en studio à côté de l'université, ben là, je me suis dit, j'aime bien regarder ce que je mange, j'aimais bien me faire à manger, et donc je me dis, bah, pourquoi pas la diététique? Parce que j'avais déjà pensé à la kiné, mais le souci avec la kiné, c'est que comme moi j'avais un passé de blessure, je me suis dit, si je me blesse, ben en plus, ça va être compliqué de continuer la kiné. Donc, je perds en même temps mon sport et je perds en même temps le boulot. Donc, la solution que j'ai trouvée pour ne pas perdre le sport et le boulot en même temps, c'est de faire la diététique, car même la diététique, si je suis blessé, ben, je peux continuer à faire de la diététique. Donc là, l'année d'après, je commence mes études à l'Institut Paul Lambin à Bruxelles. C'est un bachelier, donc c'est 3 ans d'études en nutrition et diététique. Je continue le basket en parallèle, mais quand même moins sérieusement, où là, j'avais été joué à Nivelles. Et on a quand même été champion, mais voilà, j'avais moins de temps de jeu, je continue moins sérieusement. J'ai aussi joué un peu en national, en senior à cette période-là. Donc j'ai continué de monter, j'ai été jusqu'à le plus haut niveau auquel j'ai joué, c'est en D3 donc, pour ceux qui connaissent, en division 3 en Belgique. Mais voilà, donc là c'était vraiment orienté vers mes études. Et j'essaie vraiment de faire de mon mieux, malgré le fait que je suis pas très bon aux études. Comme on l'a vu, mon niveau était toujours assez moyen. Donc moi, je dois beaucoup réviser à l'avance pour réussir ces examens. Et je double quand même ma première année. Et j'ai quand même débloqué certains cours de deuxième. Donc je continue à avancer malgré ça, puisque en Belgique, t'es pas bloqué. Quand tu réussis des cours, bah, ça te débloque d'autres cours de l'année suivante. Et comme ça, tu peux être entre 2 années. Mais j'avais quand même très peu de cours la deuxième année, et donc ça me permet de me libérer du temps. Et là, je crée mon premier compte Instagram qui s'appelle SAS Diététique. Si jamais vous voulez aller voir, normalement, il existe encore. Et là, j'avais créé mes premiers comptes, et c'est à ce moment-là que je commence à créer du contenu pour la première fois. Et ça m'a plu beaucoup parce que ça me permettait de me former, donc de lire des études, et en même temps de partager ce savoir des études et des études que j'ai lues en plus de mes études de diététique, de le partager sur un compte. Donc ça me permettait de réviser et en même temps ça me permettait de créer une audience
On avait été jusqu'à 1000 abonnés, ça avait pas mal monté à ce moment-là, donc on avait bien fait ça avec mon ami Mathieu, avec qui je suis toujours ami et qui on avait fait ce compte-là ensemble. Mais après, au bout d'un moment, on a quand même lâché ce compte, puisqu'avec avec Mathieu qui n'arrivait pas à continuer quand moi j'étais en stage. Parce que lui, quand moi j'étais en stage, lui avait un peu moins, mais il n'avait pas envie de continuer. Et moi, quand j'étais en mes stages, en hôpitaux, ben, il n'y avait pas moyen de continuer non plus. Parce que oui, il faut savoir, pour ceux qui ne sont pas du milieu, la diététique, donc diététicien, à la base, c'est un métier paramédical. Donc on fait nos stages en hôpitaux et il y a de la nutrition clinique. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive, qui est dénutri, qui a donc un poids trop faible quand il arrive à l'hôpital, ben, notre job, c'est qu'il reprenne du poids ou à minima qu'il ne perde pas de poids. Donc ça, c'est la partie principalement hospitalière. Ça va principalement être de la dénutrition. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Et après, donc, moi, je fais tous mes stages, je fais mon travail de fin d'études dans le milieu sportif. Et après, je termine mes études. Et là, je me lance directement en indépendant. Car je me rends compte que le milieu de la diététique, c'est assez fermé, malgré le fait qu'il y ait plus de 50% de la population mondiale en surpoids ou obésité. Ben, il n'y a pas beaucoup de jobs qui sont créés pour les diététiciens. Et moi, j'ai pas envie d'attendre et j'ai pas envie de me lancer dans un job qui ne me plaît pas, parce que j'avais pas eu une très bonne expérience de mes stages en milieu hospitalier, c'était pas trop mon truc. Le food service, donc la gestion des cantines, etc., c'est pas trop mon truc non plus. Donc directement me lancer en indépendance, ça me permettait de me faire une expérience, de gagner un peu d'argent et de travailler directement. Et ça a très bien payé, puisque après un an, j'avais déjà accompagné plus de 100 personnes différentes, dont plus de 80% c'était des sportifs. Donc j'ai acquis une grosse expérience en un an, que j'aurais pas eu selon moi si j'avais eu un job classique. Donc souvent, on conseille aux étudiants qui sortent de ne pas se lancer à leur compte parce qu'ils doivent accumuler de l'expérience. Dans le milieu de la diététique, je trouve pas que c'est un excellent conseil, parce que comme il y a très peu de jobs, au final, autant se faire sa propre expérience et se développer par soi-même, plutôt que d'attendre que quelqu'un nous donne enfin l'opportunité de nous développer. Aussi, en parallèle, ben là, je lance mon compte Instagram personnel, Bogart Sport Nutrition, qui est donc mon compte pro actuellement. Je débute une spécialisation en nutrition sportive à l'Université catholique de Louvain. Je fais une certification, je fais plein de certifications différentes de la Fédération européenne des diététiciens, que ce soit en obésité, sur le microbiote intestinal, en nutrition sportive, en communication. Et en plus, je fais des formations qui me permettent aussi de développer mon activité indépendante, puisque je me rends compte que les gens, ils viennent pas chez toi naturellement. Même si tu es très bon, que tu as fait les études, etc., ben, ils savent pas que tu es bon. Donc, tu dois leur montrer que tu es bon, et alors ils viennent chez toi. Et ça, on n'apprend pas du tout à faire ça durant nos études, et on ne sait pas du tout comment développer une activité indépendante. Car c'est très intéressant d'avoir son activité indépendante, mais au bout d'un moment, si le financier ne suit pas, bah ça reste très motivant, très démotivant. Quand tu as beaucoup de formations et que tu as des gens avec beaucoup moins de formations qui vont gagner beaucoup plus que toi, bah ça peut en démotiver certains. Et en fait, si les gens ne viennent pas chez eux, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste parce qu'ils sont mauvais sur communiquer. Et donc j'ai dû me former là-dedans, en plus dans la partie communication, marketing. Et ça m'a permis de développer mon activité actuellement. Si jamais ça vous intéresse, c'est un épisode sur comment j'ai développé mon activité indépendante, les différentes étapes que j'ai suivies. Ben, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Comme ça, je sais que ça vous intéresse aussi. Parce que là, c'est des épisodes un petit peu plus perso, moins dans le thème de la nutrition sportive de ce podcast, ou sur la perte de poids ou la prise de masse. Mais voilà, mais s'il y a beaucoup de demandes sur ce type d'épisode, ben pourquoi pas en faire un. Voilà. Donc ça, c'était pour la première année d'indépendance, où j'accompagne donc plus de 100 personnes. Et après 2-3 mois des débuts de cette activité indépendante, je me lance aussi dans les centres pluridisciplinaires de YouPerform, où là, ben, je peux être en contact avec beaucoup de kinés et être surtout dans une ambiance plus professionnelle. Car je faisais la consultation en ligne ou dans le bureau de ma mère à leur maison. Et c'est vrai que c'était intéressant pour moi au niveau financier, parce que je pouvais démarrer en ne mettant pas d'argent du tout. J'ai pu démarrer en mettant, je crois que j'avais mis de l'argent pour la plaque, pour les attestations de santé de l'INAMI. Ça, c'est en Belgique, pour qu'il y ait des remboursements, on doit avoir ces attestations. Mais donc, je crois que j'avais mis 100 € à tout casser pour lancer, quoi.
Donc ça a été, c'est vrai que c'était un gros avantage pour débuter. Mais après 2-3 mois, je me rends compte qu'une ambiance plus professionnelle, avoir des collègues et aussi les centres Superform, c'est des belles salles de sport, aussi des belles infrastructures. Et c'est un projet auquel j'adhérais particulièrement à cette époque-là et auquel j'adhère toujours. Je suis toujours dans les centres Superform et j'adore, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, après 2-3 mois, je me lance dans ces centres-là et je continue à développer mon activité, à avoir de plus en plus de personnes qui viennent me voir. Et après 1 an, là, je fais des tests pour passer diététicien à l'armée. C'est simplement mon père qui a vu une offre sur LinkedIn et qui me l'a envoyée. Et alors, j'ai postulé et après, on était peut-être 80 à essayer de passer ce test. Et il prenait le premier du côté francophone et le premier du côté néerlandophone. Donc moi, je suis arrivé premier au test du côté francophone. C'était principalement, il y avait un test de gestion de projet. Donc c'est des tests du public, donc c'est assez standardisé. Donc s'il y en a qui veulent travailler dans le public, cette partie-là, ça va vous intéresser. Mais c'était principalement une partie sur la gestion de projet. Donc on avait une tâche et on devait respecter cette tâche à 100% et on devait dire ok, ça rentre dans les critères qu'on nous a donnés, ça rentre pas dans les critères. Et alors il prenait un tel pourcentage de premiers. Le but c'était pas d'avoir 100%, c'est juste qu'il prenait les 10, 20, 30 meilleurs à ce test-là, quoi. Et les meilleurs de ce test-là, eux, ils pouvaient aller dans le vrai entretien d'embauche, où là, il y avait d'abord un test de connaissance à l'écrit, où on devait justifier chacune de nos réponses, et là, ça permettait de voir si on était à jour au niveau de la nutrition et la diététique. Moi, je l'étais assez de par le fait que j'avais mon compte Instagram où je me base toujours sur des études, donc je me suis maintenu à jour, plus les formations que j'avais fait en plus le fait que je venais de sortir des études de mon bachelier. J'étais hyper à jour à ce niveau-là. Donc ça a posé zéro problème. Puis après, il y a un test de personnalité où il avait fait, où l'examinateur a fait exprès d'essayer de m'énerver un peu. Donc là, ce qu'ils avaient fait pour essayer de m'énerver, c'était, ils me demandaient mes motivations. Et alors je dis, dès que j'explique un peu mon parcours comme ici, je dis, dès que j'ai fini mes études, moi, vu que j'aime ce que je fais, je me suis directement lancé en indépendant pour développer une expérience. J'avais pas envie d'attendre qu'on me donne l'opportunité. J'étais là chercher moi-même. J'ai accompagné plus de 100 personnes en 1 an. Voilà, je me suis créé une expérience et aussi via mes réseaux sociaux, j'ai développé différentes choses. Donc j'explique tout ça. Et à la fin, il me dit, je pense pas que vous soyez motivé. Et moi, je suis là, et pourquoi vous pensez ça? Et alors, il me dit, moi, ça se ressent pas, c'est quelque chose, je vous crois pas. Et là, en fait, il voulait voir la façon dont j'allais réagir. Et moi, j'ai simplement répondu que, je suis désolé de ça, je pensais avoir réussi à vous convaincre avec ça, mais si vous n'êtes pas convaincu, tant pis, et c'est comme ça, hein. Et donc, comme j'ai gardé mon calme, là, ça me faisait un bon point. Et à ce moment-là, je n'avais pas réalisé qu'il essayait de m'énerver. Et c'est après, lorsque j'ai été embauché, qu'on m'a dit qu'à ce moment-là, effectivement, il essayait bien de m'énerver pour voir comment je réagissais dans des situations de contradiction et de stress. Et après, il y avait encore un autre entretien où là, c'était un test STAR, ils appellent ça. Et là, c'est des mises en situation. On te dit, il y a 2 collègues qui s'embrouillent. Comment est-ce que tu fais pour résoudre ce problème? Voilà, et toi, tu dois expliquer comment tu résoudrais le problème. Ou as-tu déjà rencontré des situations dans lesquelles tu étais dans une embrouille avec un collègue et comment tu as résolu ce problème? Et voilà, et après avoir passé tous ces tests-là, je termine premier. Je fais mes débuts à l'armée ou en tant que diététicien. Donc là, le job, ça va être principalement de réaliser des consultations en individuel, de faire des body scans, on appelle ça. Donc c'est aller dans les différentes unités et analyser la composition corporelle des militaires. Faire des études, d'ailleurs avec Patrick Mully qui m'apprend beaucoup. J'ai pu être co-auteur d'un de ses articles. Donc j'ai pas écrit, mais en tout cas j'ai participé à la création d'un papier scientifique. Donc ça, c'était une petite fierté aussi de cette année-là. On a aussi de la formation beaucoup, que ce soit pour les militaires ou pour les médicaux, les médecins, les kinés, où on va former en nutrition. Et beaucoup de prévention aussi, où justement, via des contenus concrets qu'on propage au sein de la défense, on essaie de propager la bonne parole au niveau de la diététique. Et comme ça, vaut mieux prévenir que guérir. C'est plus facile de perdre 5 à 10 kilos que d'en perdre 30. Donc on part de ce principe-là où plus on axe sur les jeunes et plus on est
à fond dans les préventions, plus ce sera facile par la suite. Et après 6 mois du début à l'armée, là je débute une nouvelle spécialisation en nutrition sportive. Ma spécialisation au FC Barcelone avec Asker Jukendrup, c'est au Barça Innovation Hub. Vraiment une super formation en nutrition sportive que je recommande à tous les diététiciens qui souhaitent s'orienter vers la partie plus sportive. Et aussi au niveau de... Et d'ailleurs, à ce propos, un gros plus pour ceux qui veulent devenir diététicien du sport, c'est de pratiquer du sport. Car simplement, si on a un sportif qui vient et qui nous parle de muscle-up, qui nous parle de deadlift, ou qui nous parle de clean ou des exercices de ce type-là, et qu'on ne sait pas ce que c'est, on a l'air très, très bête. Donc vraiment avoir le langage des sportifs, comprendre c'est quoi leurs contraintes, c'est vraiment très, très important. Et il faut vraiment se mettre dans une optique de sportif. Et si on s'est jamais beaucoup entraîné, moi par exemple j'ai fait du basket, je faisais du basket 6 fois, j'avais 4 entraînements et 2 matchs par semaine pendant tout un moment. Donc je sais c'est quoi beaucoup s'entraîner, et je pense qu'il ne faut pas avoir fait tous les sports, hein. Faut pas avoir fait de la course à pied, de la musculation, de l'aviron, avoir fait tous les sports de la planète pour bien comprendre, mais il faut avoir en tête les contraintes d'un sportif pour pouvoir bien s'en occuper, je pense. Donc vraiment avoir fait du sport, ça c'est un gros plus si on veut faire de la nutrition sportive, et avoir le langage. Donc si on sait qu'on a un rugbyman qui vient, savoir c'est quoi les avants, les arrières, quels les piliers, le numéro 9, le numéro 10, connaître vraiment leur langage et connaître les règles du sport, suivre un peu le sport des différents sportifs qui viennent chez nous, c'est vraiment super important. Et c'est pour ça que moi, et je le fais toujours en fait, j'allais dire au début, mais je le fais toujours, je demande c'est quoi la raison de la venue via un petit questionnaire lorsqu'ils réservent. Et comme ça, moi, je sais déjà aller faire mes petites recherches au préalable si c'est nécessaire. Et bien évidemment, au fur et à mesure du temps, plus on a eu de cas différents, moins on a besoin de faire de recherches. Et donc là, je passe quasiment... ça arrive peut-être un patient, un sportif tous les 20 patients que je dois aller faire une recherche en plus. Mais maintenant, c'est souvent les cas assez similaires qui reviennent. Et après, donc, ça, c'est fini pour l'aparté au niveau de devenir diététicien du sport. Et donc, j'avais dit, 6 mois après mon début à l'armée, je fais ma nouvelle spécialisation. Et 6 mois après, je crée une masterclass en direct sur la perte de poids. Et ainsi, je crée ma plateforme de formation où il y a donc plein de formations en nutrition, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse, de la nutrition sportive, apprendre à faire ses courses, apprendre à cuisiner, etc. Et aussi, dans le but d'avoir une prise en charge la plus globale possible, j'invite un coach sportif, Alex Cantelli, et un psychologue, John Brain, à rejoindre cette plateforme et à publier également du contenu. Et donc maintenant, on a cette plateforme qu'on propose à nos patients, à nos clients, à nos sportifs, et qui peuvent accéder à cette plateforme-là. Et nous, ça nous permet d'augmenter un petit peu le prix de nos services, puisqu'on a tous les trois, du coup, une approche pluridisciplinaire et de qualité qui rajoute une réelle plus-value. Et en plus, on a un service qui est vraiment de qualité, car c'est 3 personnes expertes du domaine qui le font. Alex, lui, il a un bachelier en coaching sportif et une spécialisation en préparation physique. Et John, au moment où je tourne cette vidéo, je tourne ce podcast, pardon, il est en train de terminer son PhD en Angleterre sur la psychologie du sport. Donc, vraiment des très belles pioches, et je suis très content d'avoir cette plateforme avec eux. Et aussi, là, du coup, c'était en janvier, je décide de créer ce podcast. J'ai déjà expliqué pourquoi j'ai créé ce podcast dans le premier épisode de ce podcast. Mais la principale raison, c'était que j'avais envie de le faire, car moi, j'étais un grand consommateur de podcasts, et aussi que j'ai vu qu'en nutrition sportive, en français, il y avait quasi personne qui le faisait. Et moi, en plus, ceux que j'écoutais en français, je les trouvais pas top. Donc, moi, j'ai décidé de créer le mien et d'essayer d'avoir une qualité qui, moi, me semblait plus intéressante, en tout cas. Après, il y a toujours des épisodes que j'ai écoutés sur ces podcasts et qui m'ont vraiment plu. Mais je trouvais la qualité globale des épisodes pas toujours au rendez-vous. Et donc, tout ça, ça a fait que j'ai lancé ce podcast. Et maintenant, on est revenu au 8 mars 2024, au moment où je tourne ce podcast. Là, on va voir ce que l'avenir me réserve. J'ai encore plein de projets en tête. Je vous ferai un autre bilan à un autre moment, comme j'ai dit, mais à mon avis, il faudra attendre au moins 1 an, 2 ans avant que je refasse un bilan, parce que j'ai envie de développer encore plein de choses entre-temps.
C'est la fin de cet épisode. N'hésite pas, comme d'habitude, à me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Si ce podcast te plaît, ça me permettra de le faire découvrir à d'autres personnes aussi géniales que toi qui l'écoutent. Car si tu mets 5 étoiles d'office, que tu es une personne géniale. Et si tu ne mets pas 5 étoiles, tu es aussi génial, ne t'en fais pas. Mais tu es encore plus génial si tu mets 5 étoiles. Donc merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode.